quand je fais 300 fois le même show, il y a peut-être 100 soirs où, sur scène, pendant que je parle, je me dis « Ouf, est-ce que ça rit moins qu'hier, mon Dieu? Est-ce que les gens s'ennuient? Ils ont payé, ils sont là pendant que je parle. » là. Et là, il faut que je me parle pour me reconcentrer sur mon texte, pour oublier ça. Mais une anxiété de performance constante. Ouais. Et qui jamais ne t'a lâché? Jamais. J'ai pas peur de le dire que des fois, c'est pas tabou. Des fois, même si j'ai tout ce qu'il faut, je suis très triste. Puis souvent, je suis très heureux. Mais c'est un petit combat, moi, d'être heureux. Faut que je travaille mon bonheur. Faut que je me dise, hey, là, t'aimes ça jouer au tennis, t'aimes ça aller souper avec des amis. Boucle-le parce que la tristesse va prendre plus de place dans ta semaine. Bonjour à tous et bienvenue à un nouveau numéro de Contact qui vous est présenté cette fois-ci de notre studio montréalais. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, je vous rappelle de le faire. Toutes les plateformes sont les bonnes dans la mesure où c'est la vôtre, bien entendu. Cette semaine à l'émission, quelqu'un qui se passe de présentation au Québec, Martin Matt, humoriste. Pour ceux qui, Martin, ne te connaîtraient pas, peut-être parmi nos auditeurs, spectateurs à l'étranger. Il y en a. Il y en a encore quelques-uns. Il y en a beaucoup. L'homme qui a vendu quelques centaines de milliers de billets. Quand même. On est sur la bonne piste. Oui, ça va bien, je t'écoute. Auteur et principal interprète dans la série à succès Les Beaux Malaises. Absolument. On est toujours d'accord. On est toujours d'accord. Diffusé un temps sur Netflix, aujourd'hui sur Amazon. Papa, pourquoi il y a des parents qui se séparent? Oh, ben, il y a plusieurs raisons, mon beau. Mais la raison principale, je pense que c'est les enfants. Tu sais, des fois, là, ils écoutent pas les consignes. Tu leur dis de faire quelque chose, puis ils le font pas. Ou ils veulent pas faire leurs devoirs. Ou ils aident pas dans la maison. Les enfants, c'est une vraie petite usine à divorce. C'est-tu vrai, maman? Mon grand, je pense que le mieux, ce serait que tu ailles ranger ta chambre. Et en train de travailler, je pense, Martin, Ouais. à une série qui sera diffusée elle aussi sur Amazon. Sur Amazon Prime, oui, sûrement quelque part en 2025. Sûrement quelque part en 2025, si l'inspiration vient. Ça vient bien. Là. J'en ai 6 à écrire, j'en ai 3 de presque terminés. Est-ce que ça se force, l'inspiration? Je pense que oui, il le faut. Non, mais c'est dur à écrire. C'est l'étape la plus difficile de mon métier. Je doute beaucoup. Et c'est là, tu vois, le troisième, je le trouve plus difficile à écrire. Je l'ai écrit, je le trouve pas aussi bon. Mais bon, finalement, ça finit toujours par arriver. Donc, sur Amazon Prime l'année prochaine. Ça dit quelque chose certainement de l'époque dans laquelle nous vivons. C'est pas un diffuseur traditionnel qui aura la série. Le ministre de la Culture au Québec, M. Lacombe, parle souvent de découvrabilité, un mot que je n'avais jamais vraiment entendu avant. C'est du jargon peut-être. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que notre culture demande à être découverte et que le problème, c'est qu'elle doit être découverte. Je me pose plutôt la question de ce qu'elle doit être compétitive aujourd'hui dans un monde où tout est égal. C'est-à-dire qu'on regarde les meilleurs, qu'ils soient faits en Argentine, en Scandinavie ou au Québec, mais qu'aujourd'hui, on n'est plus abonné à une chaîne de télévision locale. Non, les habitudes d'écoute ont beaucoup changé et les budgets aussi. Donc, c'est totalement une nouvelle réalité. Moi, c'est une première fois. Là, ils sont venus cogner à ma porte, Amazon Prime, puis ils m'ont proposé... Beau problème. Oui, beau problème. Puis j'avais justement une série dans mes cartons, puis ils m'ont dit... Puis je leur ai proposé ça, puis ils ont dit, on embarque, on a le goût de le faire, donc je vais voir. Tu sais, j'ai été très heureux quand j'ai fait mes séries à TVA. J'espère être très heureux en faisant cette série-là sur Prime. Mais est-ce que ça dit effectivement quelque chose du monde dans lequel on est? C'est-à-dire que ceux qui survivront seront universels, ou le plus possible universels? Je sais pas qu'est-ce que ça dit, mais tu veux dire par rapport à l'œuvre ou par rapport à où elle est diffusée? Oui, et à ce qu'est la culture aujourd'hui. Ceux qui arriveront à tirer leur épingle du jeu, me semble-t-il, sont ceux qui arriveront à être sur des plateformes comme celle-là. Peut-être. Écoute, je pense que les plateformes traditionnelles fonctionnent encore très bien. Je ne sais pas pour combien de temps. Est-ce que il y a encore des gros succès? En même temps, ça change. C'est en décroissance, ça, c'est sûr. Ils doivent avoir les chiffres plus précis que moi. Mais je ne sais pas quoi dire. Je le sais. Parce que même... Mais est-ce que tu penses, comme le dit notre ministre de la Culture, que c'est un problème de découvrabilité, c'est-à-dire qu'elle souffre, la culture québécoise, de ce qu'on ne connaît pas assez ses produits, ou au contraire, de ce qu'elle n'est peut-être pas compétitive dans un environnement
monde. Oui, oui, puis d'être capable de le faire, d'être capable de produire. Tu sais, un show de fiction, parlons de fiction, là, comme Les Beaux Malaises que j'avais fait ou comme la série là, que je suis en train de faire. Les prix augmentent. Tout, ça coûte plus cher, évidemment, de le faire là qu'il y a 5 ans. À la télé, ben c'est on a moins de budget qu'il y a 5 ans. T'sais. Donc, c'est difficile. On dit toujours ça au Québec, on fait des miracles avec peu de moyens, mais il y a des limites. Il y a des limites à faire des journées de 15 heures. Il y a des limites à ce qu'à l'écran, ça paraisse aussi beau et bien que ce qui se fait mondialement avec des budgets restreints. Ça, c'est dur. C'est-à-dire qu'on demande aujourd'hui à la fiction, ici, d'être plus efficace, plus percutante, avec des budgets qui sont en dessous de ce qu'on avait il y a 5 ou 10 ans. Absolument. Ou tu as le même budget qu'il y a 7 ans, mais ça coûte plus cher. Donc, évidemment que t'en as moins. Donc, il n'y a pas juste au restaurant que ça coûte plus cher. C'est exactement, ça coûte plus cher un peu partout. Donc, c'est plus difficile, mais en même temps, c'est encore possible. Il se fait encore des excellentes séries au Québec. Donc, je sais pas jusqu'à quand ça... As-tu de meilleurs moyens en ce moment pour faire ce que tu veux faire avec Amazon que ce que tu aurais eu avec un diffuseur traditionnel? Je pense que oui. Ouais. Je pense que oui. Puis, tant mieux. Je souhaite faire la meilleure série possible pour plaire aux Québécois. D'abord et avant tout, c'est ça mon but. Donc oui, j'ai des beaux moyens. Je souhaite que le résultat soit excellent. Puis oui, on a eu on a un petit peu plus de latitude puis de budget pour faire notre série. Tu disais l'inspiration, ça se force, ça se travaille. Oui. J'ai l'impression qu'à bien des égards, tu es un artisan. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il y a du talent, mais que essentiellement, il y a aussi une méthode. Oui. Et qu'en toute chose, tu es bon élève, tu es préparé. Oui. Il n'y a pas d'improvisation. Non. C'est vrai pour la scène? Non. Oui. Comme par exemple, une longue entrevue d'1 heure, 1 heure et demie, ça, c'est l'angoisse totale. Pas du tout. Pas du tout? Non. C'est nouveau? Non, c'est pas de l'angoisse. J'ai des entrevues de podcast d'1 heure et demie, j'ai une crainte que ça ennuie les gens. J'ai une crainte que ça soit pas assez efficace, assez intéressant. Mais à la rigueur, c'est pas ton problème. Ben, c'est pas mon problème, mais je veux... Ça va m'attrister si les gens s'ennuient. Ouais. Il y a donc un souci d'efficacité, même... Tout le temps. Tout le temps? Oui. Non, ça m'habite, je sais pas comment on peut appeler ça, mais même sur scène, quand je fais 300 fois le même show, il y a peut-être 100 soirs où, sur scène, pendant que je parle, je me dis, ouf, est-ce que ça rit moins qu'hier, mon Dieu? Est-ce que les gens s'ennuient? Ils ont payé, ils sont là pendant que je parle. Là. Et là, il faut que je me parle pour me reconcentrer sur mon texte, pour oublier ça. Mais une anxiété de performance constante. Ouais. Et qui jamais ne t'a lâché? Jamais. J'apprends à l'apprivoiser, puis à être bien, puis à apprécier que, bon, là, on fait une entrevue, on parle, pas besoin de puncher tout le temps, puis c'est intéressant aussi juste de discuter de nos états d'âme, de comment on écrit, comment on travaille, mais c'est tout le temps là, oui. Comme en ce moment, tu dis, OK, est-ce qu'on est sur la coche? Est-ce que ça avance bien? Est-ce que je suis intéressant? Quand je suis heureux, j'y pense pas. Là, dans le moment, j'y pense pas. Mais, non, mais c'est très... C'est intéressant. C'est intéressant, mais c'est parce que si je suis sur scène et je me concentre sur mon texte, j'y pense pas à ça. Et ça fonctionne et c'est efficace. Quand je me mets à y penser, parce que l'être humain est fait comme il est fait, parfois on sort de notre cerveau puis on s'analyse. Là, pour le moment, là, j'y pense pas, mais ça pourrait arriver au bout d'une demi-heure de faire « Oh, là, c'est trop long, de quoi? Ça fait longtemps que je parle de ça. » Il y aurait un peu de montage ici à faire, tu vas te dire. Oui, puis souvent, j'ai fait des podcasts, on a parlé avant l'entrevue, où je me suis dit ça en sortant du podcast. J'ai fait vous allez monter, vous ne gardez pas les 2 heures, 7 minutes comme ça. Puis non, c'était excellent, on est bien comme ça. Il a fallu que je m'habitue à ce médium. Parce que quand on fait des entrevues télé, puis on a 11 minutes d'entrevue, 6 minutes d'entrevue, je suis très à l'aise et très efficace et très habitué. Et tu sais qu'il doit y avoir au moins 8 ou 9 bons rires francs. Absolument, c'est 13. Mais oui... Je parlais d'un 8 minutes et pas d'un 11. C'est ça, OK, un 8, oui, exactement. Mais... Alors, j'ai dû, moi, à mon âge, j'ai 54 ans, j'ai dû, les premiers podcasts que j'ai faits fin quarantaine, d'apprivoiser ça, d'être bien là-dedans. Tu sais. Alors, 2 choses que tu as dites quand tu parlais de ce qui arrive des fois sur scène. D'abord, il y a l'idée que le public en ait pour son argent. Oui. Tu parles souvent, non pas d'argent, mais de valeur des choses. Non, il n'y a pas de question piège ici. Et à chaque fois que tu parles d'argent, tu te dis, je sais que c'est délicat, parce que les questions d'argent sont apparemment délicates. Absolument, pour moi, je pense que oui. Ben, les gens ont leur sensibilité vis-à-vis ça. Je trouve que c'est délicat. C'est délicat aussi de penser aux gens qui travaillent fort, qui ont de la misère à arriver, qui ont de la misère à payer leur logement, puis de parler des problèmes de budget de séries télé qu'au lieu de 4 millions, on a juste 3,6. Il y a quelque chose de troublant. C'est délicat. Mais c'est justifié, puis c'est correct aussi de le faire. Je suis avec toi, c'est délicat.
Puis en même temps, c'est souvent l'éléphant dans la pièce. Les questions d'argent entre gens qui s'aiment, dans une famille, dans les rapports amoureux. L'argent est l'éléphant dans la pièce et on parle plus facilement de nos vies sexuelles qu'on parle aujourd'hui d'argent. Ça dépend avec qui. De J'aime mieux parler d'argent avec ma mère. que tes Que ma relations vie sexuelles. sexuelle, oui. Peut-être que tu sais pas, mais elle serait ouverte d'en parler. Peut-être elle, peut-être pas moi. Serais-tu pudique? Oui. Oui. Avec ma mère, oui. Et avec tes blondes aussi? Non, ça va. Ça va. Tu parles d'argent. Je peux parler d'argent et de sexe. Oui. Mieux encore, c'est de le faire. Mais blague à part, je trouve que je trouve ça important d'en parler d'argent. Avec mes collègues de travail, je trouve ça important de s'aider. Je trouve ça important que ça soit pas tabou. De dire, bon, t'as un contrat, t'as une production. Moi, j'ai des amis qui ont des séries télé, ils m'appellent. Je suis fier de partager mon expérience. Je trouve que c'est... Parce que c'est un domaine quand même... Dire ce que valent les choses. Oui, dire ce que valent les choses, que je pense que tu peux avoir, ce que je pense que là, c'est trop, là, je pense que tu peux pousser plus pour s'aider dans notre métier à maximiser. Et même les comédiens, les comédiennes, les artistes. Donc, je trouve ça bien d'en parler, oui. Tu aurais été un bon agent. Je pense que oui. J'aime les... Non, mais moi, je suis un gars d'administration avant d'être artiste et j'aime ça. Ça fait partie de mon métier, la production. Je produis Les Beaux Malaises, je produisais mes shows de scène. C'est quelque chose... C'est pas pour moi une lourdeur. C'est quelque chose de... C'est un plus. J'aime ça faire ça. Les chiffres? Oui. Les chiffres, pas... Ben, quand même. C'est comme genre 500 000 billets vendus. Ouais. Ça, c'est un bon chiffre. C'est un bon chiffre. J'ai jamais regardé comment les ventes étaient rendues dans chaque salle. OK, il reste tant de billets. OK, là, il reste seulement... J'aimais ça, suivre ça. J'aimais suivre les ventes. Il y a quelque chose de motivant pour moi. Oui, il reste une poche au balcon de 3 billets. Je comprends pas. Vendons Pourquoi? 3. Non, mais je sais... Puis ça, on dirait que j'ai comme... J'avais... Des fois, en disant ça, j'ai peur, mais ça nuit pas à la performance artistique, au talent artistique, à l'œuvre. Pourquoi pas, tu sais? Je suis entièrement d'accord. L'un est compatible avec l'autre. Alors, je disais sur scène deux choses tout à l'heure. Tu penses à ce que les gens paient. Oui. Tu penses à l'efficacité de ce que tu offres. Puis il y a des moments où tu es détaché de toi qui est en performance. C'est-à-dire que tu arrives à être dans les coulisses de ta tête Ouais. et te voir ou t'entendre travailler. Oui. Donc, tu penses à deux choses. Ta bouche parle. Oui, et tu penses à d'autres choses. Et c'est vraiment pas bon. Mais je pense que tous les humoristes qui font beaucoup de spectacles, en tout cas, à 95 % ça leur est arrivé. Je suis convaincu. J'en ai parlé avec plusieurs. Mon mentor, qui est Yvon Deschamps, il m'a dit que ça, il a pris 40 ans avant de maîtriser ça. Puis... C'est-à-dire être dans le moment et dans faire... le moment et jamais s'analyser, jamais aller dans sa tête. Pendant que ça arrive. Il a réussi ça au bout de 40 ans. Donc, quand même. Donc, c'est normal. Moi, ce que je souhaite, c'est que ça m'arrive le moins souvent possible quand je fais de la scène. Même des fois, quand tu joues, faut... Puis Yvon, ce qu'il me disait, c'est je pense aux mots que je dis, au texte et à rien d'autre pour revenir dans mon texte. Parce que souvent, je fais des spectacles, puis au bout d'une heure et demie, je fais, mon Dieu, c'est fini. Et ça, c'est le bonheur total, c'est l'état de grâce, c'est une symbiose avec le public. Tu parles et te réponds en riant, donc tu penses à rien d'autre. Mais quand tu fais 300, 400 shows d'une tournée, c'est sûr qu'il y en a quelques-uns que t'échappes et tu vas dans ta tête un peu. Des bonnes soirées, des moins bonnes soirées. Des moins bonnes, mais des moins bonnes surtout pour moi, parce que, là, je vais reculer loin, mais dans le temps des DVD, je filmais mes spectacles quand j'étais en rodage et je regardais chez moi, puis je me rappelle, j'avais fait 2 soirs, par exemple, à Magog, puis un avait très bien été, l'autre très mal. Et je regardais les 2 DVD, puis je voyais pas la différence. Donc très mal pour toi. Très mal pour moi dans ma tête, parce que je me suis un petit peu enfargé, parce que j'ai trop pensé. Mais dans la salle, les rires sont à 8,5 sur 10 un soir, 9 sur 10 à l'autre. C'est ridicule. Mes techniciens... Puis avec mes techniciens, je disais souvent après, parce que c'est les mêmes techniciens de show en show, je disais, ce soir, ça me semble que c'est un petit peu plus dur. Non, pas du tout. Donc c'est souvent dans notre tête. Et ça m'a appris à me calmer puis à être moins dur envers moi-même. Alors, c'est de la vanité ou du perfectionnisme? Parce qu'il peut y avoir une espèce de vanité où on se dit « Ah, je me suis enfargé, puis je le sais. Je fais une entrevue, je me rappelle exactement que dans la 2e question, je me suis enfargé sur un mot. » Ben c'est plus... Oui, du perfectionnisme, ça pourrait être le bon mot. Mais moi, j'y vais plus dans l'anxiété de performance. Je trouve que c'est normal de s'enfarger. C'est correct, c'est humain. C'est ce qu'il y a de beau dans l'art de la scène. Parce qu'avec c'est pas parfait. C'est pas parfait. Tu t'en vas voir un homme, une femme, peu importe, s'il est bon, au sommet de ce qu'il est capable de faire, avec toute sa fragilité, il a mis son talent
où elle a mis son talent à écrire, à performer quelque chose. Et parfois, il y a ça, l'artiste est trop emporté, c'est enfargé. Il y a de quoi de beau dans l'art de la scène. Moi, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus vrai, ce qu'il y a de plus authentique. Parce que en télé, oui, tu fais du montage, tu t'amuses, t'es enrobé, t'as de la musique, t'as des décors. Sur scène, t'as ta chemise, ton veston, ton habit, tu t'en vas faire ton stand-up. Donc, ça me dérange pas tant, moi, si je m'enfarge. Mais bon, s'il y a des plus grosses erreurs, c'est vrai que ça me fatigue. Mais c'est vraiment l'ensemble de... Mais j'apprends à mettre ça de côté puis à accepter que, oups, je me suis enfargé, c'est pas grave, on continue. Puis pour les gens dans la salle, c'est aussi bon qu'un autre show. Tu as employé un mot tout à l'heure parlant de la performance en vivant, live. Fragilité. Oui. C'est pas quelque chose qu'on associerait nécessairement à tes prestations. Non. Ou à la personne. Puis je parle pas du personnage, évidemment, qui n'est pas Martin Matt, même s'il doit y avoir des liens. Mais c'est pas le premier mot auquel j'aurais pensé. Non, les gens pensent... Quand je dis « je doute », souvent les gens partent à rire, tu sais. C'est absurde parce que... Mais il y a une fragilité dans... Tu te mets à nu, tu traverses le rideau. Je suis très confiant quand je fais des... Tu te dois d'être confiant, mais il y a quand même une vulnérabilité dans les textes, dans ce que tu livres. Il y a une fragilité parce que t'as pas de filet, t'as rien. C'est dans ce sens-là. Puis, tu sais, je l'ai souvent dit, d'être très, très nerveux, c'est pas grave. Tu sais, j'ai déjà fait des shows à en trembler avant de monter sur scène. Mais de pas être confiant, là, t'es mort. Tu sais, ça prend vraiment une bonne confiance. Puis ça, la confiance, ça vient pour moi... évidemment, ça prend une base de talent, mais beaucoup, beaucoup de travail puis de préparation. Après ça, ça y va tout seul. T'sais. Fait qu'il y a la fragilité, c'est ça. C'est pas que je me sens pas confiant, mais il y a une fragilité dans... Et c'est quand même un métier de fou, là, de monter sur scène ou de... sans filet, il y a quelque chose, ouais. Tu as consacré beaucoup d'énergie plus récemment à écrire pour la télévision, des séries dramatiques et à jouer. Peux-tu concevoir ton existence sans la scène? Oui. Mais c'est des vagues. C'est comme là, dans le moment, j'ai pas envie de faire de scène tant que ça. T'sais. Oui, aller présenter un prix d'un gala pour m'amuser 5 minutes, mais ou un petit numéro bordel parce que je répète pour quelque chose, mais de faire un show d'1 heure, 1h30, dans le moment, c'est pas ça. T'sais. Puis rendu à mon âge, je me parle beaucoup à faire ce que... Je veux vraiment faire ce que j'aime. T'sais. Je veux plus... la dernière tournée, j'avais fait 120 soirs, ce qui est beaucoup, mais pour moi, c'est pas beaucoup. T'sais. Je peux en faire 3 puis 400. Donc, de dire non, moi, OK, des fois, je viens tanner après 200 de répéter tout le temps le même show. Donc là, dans le moment, j'ai envie d'écrire pour la télé. C'est ça qui m'allume, d'avoir une gang, d'avoir un univers, de jouer avec d'autres acteurs, actrices. Mais je pense que peut-être si on se reparle dans 4 ans, je vais te dire, ouf. Il faut revenir. Ça me pogne dans le ventre. J'ai le goût d'aller compter de quoi. Je sais que ça va revenir à un moment donné. Ouais. Et parce que c'est un sport de combat, justement. Oui, c'est un sport extrême. Et de combat. C'est avec toi-même. Oui. Mais ça a quelque chose de... S'il y avait un octogone virtuel où tu rentres à lutter contre toi-même, c'est un peu ça, être sur scène. Carrément. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose en toi qui fait, comme j'imagine pour tous les stand-up, c'est impossible d'y renoncer complètement? C'est une bonne question. Je vais voir. Je ne sais pas. J'entends souvent des stand-up en entrevue dire « Moi, c'est impossible. C'est une drogue. Je peux pas me passer de ça. » Moi, j'ai pas ce discours-là. Je me tanne pas, mais j'ai l'impression que j'ai fait le tour vite. Quand j'ai fait un 3 ans, 4 ans, un projet, quelque chose, beaucoup. J'ai envie d'aller ailleurs. Donc, c'est ça que quand j'ai fait beaucoup de scènes je sais pas, moi, je suis sorti de l'école en 95 jusqu'en 2010-12, j'avais le goût d'explorer autre chose. Et c'est là que je me suis mis à écrire pour la télé. Donc là, si je fais une autre série télé qui me comble, puis j'ai envie d'en... Tu sais, il y a les Beaux Malaises 3.0 qui pourraient venir après la série que je suis en train d'écrire. Peut-être ça va me tenter de plus faire ça qu'un autre show de scène. Je sais pas. Est-ce que Et Lala, le dernier spectacle sur scène, qui a été par moments écorché. Je disais par moments, il y a eu de très belles critiques, mais c'est peut-être la première fois que l'image de Marc, que la tôle était un peu froissée. Est-ce que tu t'es senti, toi, froissé? Parce que si tu ne te frottes jamais à ça, tu dis, je suis à peu près invulnérable. Écoute, c'est vrai que je n'ai eu très, très, très peu de mauvaises critiques. J'en avais... Et là, il y a eu tout un concours de circonstances. J'ai décidé de ne pas faire de première. Je trouvais que, tu sais, la façon dont on fonctionne au Québec, on monte un show, on le rode, on fait une première. Ça s'est fait pendant des décennies. C'est pas la façon de faire dans le monde partout. Il y a des artistes en France qui sortent
leur spectacle et ils font une tournée. Et moi, mes salles étaient pleines. C'est un gros stress de faire une première. Et je me suis dit, tiens, On oublie. je vivrai pas ce stress-là, je vais faire mon show. Ça a été mal vu par certains médias. Tu sais, ça a été genre, c'est quoi Un crime de lèse média. Ouais, c'était pas acceptable, c'était quoi Et j'ai tenu mon bout pareil, tu sais. Et il y en a qui sont venus puis qui m'ont fait des bonnes critiques, puis j'en ai eu une horrible. Tu sais, j'ai pas peur de le dire, là, c'était une critique d'une dureté dans le Journal de Montréal qui était incroyable. Je sais pas si c'est à quel point c'est le show versus le fait qu'il était fâché que je fasse pas de première, mais j'ai vécu ça dur. C'est dur, se lever le matin puis lire ça. J'ai trouvé ça dur. En même temps, c'est une des grandes réussites de ma vie parce que je m'en rappelle, j'étais au Saint-Denis, j'ai lu ça et écoute, chaque phrase était il est pas bon, il est dépassé, il n'y a pas de rythme. Les autres humoristes sont meilleurs que lui. C'était que ça. Il y avait une phrase positive, c'était « ça rit beaucoup dans la salle ». Point. Mais je me suis dit, bon, ce qui est quand même pas mal. Et le lendemain, j'avais un show au Saint-Denis, là, devant 2200 personnes, après avoir lu ça. À qui tu dis, bien, vous êtes vraiment nono d'avoir payé pour venir voir un show qui a été à ce point descendu? Écoute, ma technique, ça a été de faire... Parce que c'est drôle, parce que j'en parle souvent de critiques avec des amis, des artistes, puis ça reste... Des fois, on se dit, est-ce que ça devrait pas s'appeler... Le film de Coppola, l'opinion de Marc Cassivi ou l'opinion d'un tel... La ligne est mince entre critique et opinion. C'est l'opinion d'une personne. Et je me suis dit, cette personne-là aime pas ce que je fais, puis c'est correct. Puis moi, je m'en vais livrer le meilleur show que je peux après cette critique-là, le lendemain au Saint-Denis. Puis ça a été un de mes bons shows de ma tournée. Donc, il y a quelque chose qui est une grande victoire. Parce qu'après ça, quand tu es seul avec les 2000 personnes, tu fais ton show puis eux autres rient. Ben, c'est ça c'est ce à quoi tu t'accroches, tu sais. L'orgueil avait été froissé? C'est l'orgueil qui était froissé. Ça fait mal. Ça fait mal lire quelqu'un qui prend la peine d'écrire que t'es pas bon. Ça fait mal. Je peux pas... J'entends souvent des artistes en notre voix, « Ah, regarde, tu passes par-dessus, je lis pas ça. » Moi, je le lis et ça m'affecte. Et après, je me retrousse les manches puis je m'en vais livrer le meilleur show que je peux. Donc, ton automne à la télévision n'a pas été toujours agréable. Ça a été très difficile. Très difficile. Oui, ça a été... Encore une fois... Dans l'animation d'un talk show. Dans l'animation d'un talk show. Pour ceux qui ne sauraient pas de quoi on parle. En variété, dans le monde de la télé dans lequel on vit. Moi, j'ai fait de la télé en fiction. Et en fiction, j'ai pas peur de le dire, quand on dit j'avais carte blanche, c'est vrai. Je disais ce que je voulais. J'ai eu une liberté totale. J'étais à TVA. Ça a été incroyable. Puis quand ça allait trop loin, ben je le faisais pareil. Puis au pire, il y avait quelques plaintes, mais on dirait qu'en fiction, c'est enrobé, puis ça passe. Les beaux malaises, ça allait loin. En variété, ça, c'est... Quand tu parles en toi-même live, la télé d'aujourd'hui, en 2024, ça n'a rien à voir à ce que c'était il y a 5 ans ou ce que c'était il y a 10 ans. Apprends-moi quelque chose que je ne sais pas. Non, mais je l'ai dit, t'es sûr que tu le sais plus que moi, ou autant que moi, mais... Et ça, pour moi, en tant qu'humoriste... je pensais pas que le carcan allait être aussi serré. Et je souhaite... C'est drôle, je parlais avec Martine, mon attaché presse, avant l'entrevue, puis je souhaite dans notre monde plus d'intelligence émotive, plus de bienveillance, plus de... Il n'y a pas eu beaucoup de... Hey, on reverra dans 4-5 semaines, on va le laisser se placer. C'est pas ça, là. C'est... Ah ben, ça fait longtemps qu'il y a du succès qui se vend, qui est bon... On va le ramasser, c'était ça. Puis c'est correct, je vis avec. Regarde, oui. Allons-y. Ça vient avec le succès. Mais te dire que c'est pas dur... J'ai été critiqué sûrement. Tu sais, j'ai beaucoup d'amis ou beaucoup d'artistes qui m'écrivaient, mon Dieu, ils te lâchent pas. Ça prend vite des proportions qui sont pas corrélées avec l'enjeu. Exactement. C'est bien dit. Et c'est démesuré. Puis tu sais, je me rappelle, mon père, quand j'étais jeune, il me disait, le gros bon sens va toujours prendre le dessus. Le gros bon sens va toujours prendre le dessus. Et c'est vrai. Tu sais, quand tu dis de quoi... Mais aujourd'hui, je peux pas dire ça à mes enfants. Avec les réseaux sociaux, s'ils disent que les codes d'écoute sont catastrophiques, j'ai beau dire, on a 500 000 lives puis 250 000 enregistrés, 750 000 aujourd'hui, en moyenne, on est content de ça. Non, c'est catastrophique, ça prenait 1 million, et tu peux pas reprendre le dessus de ça, tu sais. Donc, ça, c'est une réalité dans laquelle j'ai dû apprendre. Puis, en même temps, j'aurais pu...
me battre, c'est délicat, là, ce que je vais dire, parce qu'on m'a offert une deuxième saison, tu sais. Puis j'ai été honoré de ça. J'ai trouvé ça beau de la part de TVA de dire, tiens, on va t'offrir une autre saison, on y croit à ton show, on voit que tu te places de semaine en semaine. Donc, c'est vrai, c'est fondé. C'est vrai, c'est fondé, absolument. Non, j'ai entendu aussi le contraire, c'est-à-dire qu'il y avait une ligne de communication et on s'est dit, bien, on va se ménager une porte de sortie élégante, une saison proposée que Martin déclinera. Donc, c'est pas le cas. Ah, pas du tout. Moi, on me l'a offert, puis je les ai rencontrés, puis je leur ai dit, je suis vraiment honoré de votre offre, laissez-moi y penser. J'y ai pensé, j'ai rencontré mon équipe, puis je vais te dire, je vais être le plus honnête que je peux pas, c'est... Je me sentais pas la force de me retourner me battre pour ça. Puis dans la télé, parce que les derniers shows, les dernières semaines, avec la production, tout le monde était très content des shows. Le dernier show, je pense, c'était Christine Morancy, puis ils m'ont dit, Martin, regarde, c'est ça qu'on veut, on a retrouvé... Donc, faire une autre saison, on part avec ça et on améliore ça. Et on a une saison... la saison morte pour travailler, tourner, enlever ce qui marchait pas. Parce que quand tu fais un show d'humour, tout est écrit d'avance. Donc, c'est un gros bateau. Si tu dis ça marche pas, ouais, mais c'est écrit pour 5 semaines. C'est dur de s'adapter. Donc, la deuxième saison aurait été beaucoup plus facile pour moi. T'sais. Mais j'avais quand même... Je voyais la réalité de la télé. Je vois aussi... On a beaucoup moins... J'ai entendu Marc Labrèche dans une entrevue dire... c'est pas parce que je suis à Novo que j'ai moins de liberté. Il y a moins de liberté que je sois à Novo, à Radio-Can ou à TVA. C'est ça, la réalité de la télé maintenant. Tout le monde peut s'exprimer. Ça s'exprime violemment. Les gens prennent en compte... Et c'est beaucoup sur Facebook. Donc, les diffuseurs analysent ça. Ils sont frileux. Puis moi, en tant qu'humoriste, j'ai jamais eu à gérer ça. Jamais de ma vie. Je suis pas un animateur télé qui s'adapte à son public. Je fais une œuvre humoristique, puis les gens l'aiment ou ne l'aiment pas. C'est ça que je fais depuis 30 ans. Et ils ont le choix d'acheter le billet ou de pas l'acheter. Exactement. J'ai jamais forcé personne à acheter un DVD, un billet, à écouter Les Beaux Malaises, à écouter mes séries. Là, tu proposes de quoi et les gens disent « Moi, j'accepte pas que tu dises ça. » Et là, j'ai à m'adapter à ça. Il y avait... J'ai trouvé... Puis ça veut pas dire que je le referais pas. Tu sais, pour être franc, si j'avais pas eu ma série télé, j'aurais fait une autre saison. Puis j'aurais été un petit peu fier de faire, tiens, n'en voilà un autre. Puis on a les codes d'écoute qu'on a qui étaient quand même, selon moi, bien corrects. Puis des fois, d'avoir des grandes attentes quand tu as eu beaucoup de succès, c'est le fun. Quand c'est démesuré, c'est inatteignable, tu sais. Il y a peut-être ça aussi. Tu sais, on avait eu un article dans la presse qui disait ça va être le show le plus écouté de l'automne. Ils savent pas c'est quoi le show. C'est un jeudi. Tu sais, il y a pour les gens qui s'y connaissent mais pas. On tient pour acquis un dimanche soir, tu as plus de codes d'écoute qu'un jeudi. Tu sais. Et là, tu dis, dans Grille-Arrest, ils tiennent pour acquis. Donc, la pression était très, très forte pour quelqu'un qui a jamais fait ça, avec une équipe qui s'adapte, que j'aime, que j'admire, que je remercie. François Havard, Julien Corriveau, la gang d'auteurs, je les aimais d'amour. On avait du fun en meeting, mais ça a été, il y a quelque chose de violent dans le live à la télé on est rendu aujourd'hui. As-tu aujourd'hui l'impression d'avoir baissé le pavillon quand tu disais « Je suis pas sûr d'avoir l'énergie pour retourner me battre ». Ben, il y a quelque chose de... J'ai eu 54. Je dirais pas baisser le pavillon, mais il y avait de quoi dans... Je me suis fait offrir une série télé que j'avais très bien entamée à Amazon Prime. Et là, je me suis dit, si je fais une autre saison de talk show, il faut que je retarde ma série d'1 an. Et j'ai été... Ça m'a usé quand même, l'automne. Ça m'a usé, tu sais. Si j'avais pas eu la série, je te le dis, j'ai été déchiré parce que je trouvais ça beau. Je trouvais beau le décor, je trouvais beau l'équipe, je trouvais beau... Puis, un moment donné, tu mets ça de côté aussi, les critiques démesurées. Tu fais... tu sais, moi, les gens m'écrivaient « J'espère que tu vas te planter, qu'ils vont retirer ton show des ondes. » Je taillis. Tu sais, j'avais ça, moi, sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est une première à cette échelle-là? Oui. Ah, mon Dieu, oui. Et de loin. La détestation. Ah, mon Dieu, oui. J'ai jamais eu des... Même, j'en ai fait des blagues, puis j'ai même eu après des lettres d'excuses de ces gens-là. Tu sais, des fois, je disais en ondes, il y a une dame qui me dit « Je t'haïs tellement, j'haïs ta voix. » Et là, elle m'a réécrit une lettre de 3 pages en me disant « Ben moi... j'écris sur Facebook, je vais arrêter ça, là, de critiquer. Je t'aime beaucoup. Je l'écoute chaque semaine, ton show. » Tu sais, ça devient une folie, une démesure. Donc, ça m'a... En même temps, j'aurais réussi à mettre ça de côté et à dire « Je m'amuse, je fais mon show. » Puis, tu sais, tu t'adresses à un public vieillissant. La télé live, c'est ça aussi, tu sais. Toi, tes enfants qui écoutent.
Pas du tout. Mais les gens puis pas si vieillissants que ça, même je te dirais peut-être même 50 ans et moins, beaucoup, la plupart m'écrivaient un texto le lundi. « Hey, vraiment bon ton show, je l'ai écouté hier. » Ils écoutent ça sur des plateformes. Ils écoutent ça sur TVA+, ils écoutent ça en rattrapage. Donc, les gens qui l'écoutent live, qui se plaignent, c'est un public plus restreint, peut-être plus frileux, tu sais. Je me permets d'interrompre l'interview quelques instants pour vous demander une fois encore, s'il vous plaît, de manifester votre amour ou votre intérêt pour ce que nous faisons en nous likant, en nous aimant, en vous abonnant à nos chaînes, que ce soit sur Apple, sur Spotify, YouTube. C'est important. Ce n'est pas pour moi, c'est pour le référencement et faire en sorte que nous puissions continuer à vivre. Est-ce que tu considères qu'en humour, même si ton humour n'est pas politique, tu as toujours eu à peu près les coups des franges pour dire ce que tu voulais sur scène, sans jamais te censurer? Tout le temps. Pour moi, dans ma vision, je me suis jamais censuré, ni sur scène, ni à télé. Même dans des entrevues, je pense pas à dire « Oh, ça va ». Aujourd'hui, je t'avoue que ça change. Là. Des fois, on fait des entrevues, puis on va nous dire « Fais attention, pas froisser tel diffuseur, tel journal. Fais attention si tu dis ça. Fais attention. » Est-ce que c'est possible de faire ça? C'est très difficile. C'est très difficile. Parce que je pense à ta publicité, par exemple, qui a été montrée du doigt, descendue en flammes parce qu'on disait qu'elle était grossophobe. Oui, il y en a eu une sur 10 ans. Ah, mais je la retiens pas à charge contre toi. Non, mais je te dis juste quand même, la moyenne au bâton est bonne. Plutôt. Mais même là, oui. Est-ce que tu t'es pas posé la question? Pas du tout. Pourquoi ce serait pas possible de rire et de ne pas penser que c'est accusatoire ou qu'on est en train de ridiculiser les gens qui sont en surpoids? Cette pub-là, date de quoi? De 5 ans, peut-être? 5-6 ans. Et je l'ai vraiment pas vu venir. C'était pendant la pandémie. Oui, c'est ça, pandémie. Fait que donc, sûrement 2020. Oui, parce que le prétexte était qu'on a beaucoup mangé. Hey, on était chez nous, on sortait plus, on mangeait plus. Tout. Et c'était la discussion. Un de mes amis, hey, j'ai pris 20 livres, j'ai pris 10 livres. Donc, moi-même, j'ai pris un peu de poids. Je me suis dit, tiens... Et c'est pas moi qui ai eu l'idée de la pub, c'est l'excellente équipe chez LG2 qui font les pubs, puis j'ai trouvé ça très drôle. On l'a fait. Personne... Puis, tu sais, la gang d'LG2, là, ils font attention. Puis la gang de Maxi, ils veulent pas froisser, ils veulent pas... Personne n'a vu ça venir, tu sais. Et il y a eu une association qui a écrit... Tu sais, j'ai quand même eu 15 000 commentaires sur ma page, puis tu as un algorithme sur Facebook qui te sort les commentaires négatifs. J'en avais 9. C'est pas beaucoup, là. Mais c'est ces 9-là qui vont faire... Ah, ils font du bruit. Le plus de bruit et qui vont faire changer les choses, qui vont faire qu'on va retirer la publicité. Absolument. Mais je suis pas sûr que c'est une bonne idée qu'on l'ait retiré. Moi, perso, je l'aurais pas retiré. Moi, on m'a demandé, est-ce que tu vas t'excuser? Je peux m'exprimer, mais je m'excuserai pas. Je suis ouvert, puis je suis sensible à écouter des gens en surpoids qui me disent pourquoi ils souffrent. Et moi-même, de faire, OK, ça, c'était 2020, on est en 2024. Aujourd'hui, j'y repenserais. J'y repenserais parce que, OK, ça... Je penserais parce que tu aurais peur des conséquences ou parce que tu es sensible à la douleur de gens qui seraient en surpoids? Parce que je suis sensible à la douleur des gens qui sont en surpoids. Vraiment? Vraiment. Puis, je comprends. Mais c'est sûr que c'est difficile d'écouter la sensibilité de chacun, tu sais. Parce que c'est infini. J'ai parlé avec Christine Morancy qui a fait mon grand bien cuit, puis on a effleuré le sujet, puis j'ai senti que ça l'a blessé, cette pub-là. J'ai fait, OK, c'est quelqu'un que j'aime, ça l'a blessé. En même temps, il y a un côté de moi aussi qui fait... moi, si quelqu'un fait une blague sur quelqu'un qui s'est fait frapper à la tête, qui n'a plus de mémoire, comme mon frère, je trouverais pas ça drôle. Mais vas-y, fais-la ta blague, tu sais. Puis c'est un vrai... Ce que je te conte là, il y avait un sketch dans Caméra Café où on riait d'un quelqu'un qui avait eu un choc à la tête. Et j'ai dit à mes producteurs, moi, je peux pas jouer ce sketch-là. Je peux pas. Puis ils ont dit, on peut-tu le faire avec quelqu'un d'autre? J'ai dit, faites-le, mais moi... Donc, il y a ça aussi. Est-ce qu'on peut... Ça serait une discussion intéressante avec des gens en surpoids devant... Est-ce qu'on peut faire ça? Mais la question que je me pose, c'est parce que je veux pas ici m'arrêter aux gens qui sont en surpoids, c'est quelles sont toujours les limites de ce qui est possible de dire ou de ne pas dire, qu'est-ce qui peut être drôle en acceptant que, par définition, l'humour peut prendre à rebrousse-poil des fois. Absolument. Parce que sinon, on le castre, pardonne l'expression. Dans le fond, ce qui était... je peux pas... J'ai pas assez cette expertise-là. Mais tu sais, je pense qu'il y a froissé, c'est... Tu ris des gens en surpoids juste parce qu'ils mangent trop. Donc, et c'est vrai que c'est beaucoup plus que ça. Tu sais, t'as des gens qui ont des problèmes psychologiques, qui sont pas bien. Donc, je pense que c'est ça, cette zone-là, qui a froissé. Bon, nous, c'était très gratuit, très... On est en pandémie, on mange plus. Mais tu vois, j'ai eu
des gens de Tout le monde en parle, de la radio de Paul Arcand qui trouvait ça épouvantable qu'on enlève la pub. Donc, il y avait une espèce de... Puis moi, j'ai plein de vidéos, je le dis ici, de gens en surpoids qui me disaient « Chris Martin, c'est drôle, enlève pas ça, ça me fait rire. » Donc, il y a ça aussi. Mais c'est vrai que ce petit groupe-là, qui ont été froissés, ils ont eu beaucoup de poids. Est-ce que c'est correct ou pas? Moi, à l'époque... Je vais faire un impair, là. Vas-y. Tu as dit qu'ils ont eu beaucoup de poids. Ils ont eu beaucoup de poids, oui, mais... Mais en tout cas, je trouve que c'est une discussion intéressante, mais délicate. C'est délicat, tu sais. Mais est-ce que quand tu écris aujourd'hui, tu te poses la question de ce qui est admissible et de ce qui ne l'est pas? Puis je parle évidemment pas de problème de poids. Beaucoup plus. As-tu des lecteurs qui vont, pour toi, déminer? Ils démineront pas, mais je suis content. Tu sais, comme là, j'écris une série qui se passe en 95. Je veux montrer cette époque-là. Par exemple, mon père, quand il parlait des homosexuels, il était homophobe. Il y avait des propos violents envers eux. Donc moi, j'écris ça dans certaines scènes. Je t'ai d'ailleurs déjà entendu décrire ce qu'il vous réservait comme sort, les enfants, si l'un ou l'autre des deux garçons, vous allez vous promener sur du papier sablé avec un poids dans le dos. Oui, ça va vous enlever votre petit goût d'être tapette. C'est ce qu'il disait. Bon, là, aujourd'hui, on n'est plus là, mais à cette époque-là, c'était ça. Moi, je l'ai écrit. J'ai quelqu'un de proche de moi qui l'a lu, qui a fait « Hey, le souper où ton père parle des gays, j'étais mal. Je ne savais pas si j'avais le droit de rire. » Puis si. J'ai dit, OK, je l'ai envoyé à la production au bureau. Il y a quelqu'un qui est gay. J'étais très content, sans lui dire, qu'il lise. Puis après, quand il m'a parlé, lui, il m'a dit, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Je suis passé par là. T'sais. J'ai vécu ça. Donc, pourquoi pas? T'sais? Mais fait que c'est une audace différente d'écrire en 2024. J'écris sur 95 et je me questionne si... Mais tu ne veux pas écrire 95 avec les codes de 24 parce que ça ne Absolument décrira pas la vérité. Mais je peux très bien écrire 95 sans aller là. Sans aller dans cette violence-là, dans la misogynie. Mon père était violent envers les gays. C'était violent ce qu'il disait. Par manque d'éducation, par manque d'ouverture, par crainte de je sais pas quoi, tu sais. Et ça, c'est un bel exercice d'auteur pour moi, d'aller là puis de faire, oui, c'est dur, mais c'était une époque et ça reste drôle aussi et ça reste très dramatique par bout. Donc, c'est un exercice que j'ai jamais vécu, mais qui me plaît beaucoup. Ouais. Je ne l'ai pas souligné au départ, c'est vrai que ce prochain projet dramatique est très autobiographique. Ouais. C'est très influencé par ton parcours, celui de ton père. Puis c'est pas mal ton père qui est le personnage. Oui, c'est inspiré de mon père. Mais tu sais, dans le moment, le titre de travail, c'est Vitrerie Joyal. Le personnage principal s'appelle André Joyal. Mon père avait une vitrerie, il a 2 enfants. Donc, la base est la même chose. Après ça, les conflits qu'il y a avec sa conjointe, les conflits qu'il y a au bureau, ça reste un peu comme les beaux malaises. Il y en a que c'est 100% ce qui est arrivé, et il y en a d'autres qui sont inventés, qui sont gonflés, qui sont très dramatiques ou très, très drôles. Mais oui, c'est inspiré de ce que je vis, je fais toujours ça. Plusieurs fois, tu as dit, aujourd'hui, j'ai 54 ans, les choses ont changé. Je me rappelle avoir vu une entrevue avec Thomas Levac, un podcast, fait il y a 5 ans. Tu disais, j'ai 49 ans. Et la maturité est en train de changer pour moi des choses. Oui. Est-ce que tu te bats pour ne pas ressembler parfaitement à ton père? Sûrement. Je veux pas y ressembler à plusieurs niveaux. Il y en a d'autres plusieurs aspects auxquels je ressemble, mais j'en suis fier, c'est comme ça. Je regarde mon garçon va ressembler plus à sa mère, ma fille ressemble beaucoup à moi. Je suis sûr qu'elle va se battre pour s'affranchir de certains comportements que j'ai. Mais il y a ça, tu sais, j'ai des bases qui ressemblent, mais je veux... C'est intéressant, la question est intéressante au niveau... Parce que là où j'écris... l'histoire de la prochaine série, il y a une espèce de chute du personnage principal. Il y a une dégringolade assez épouvantable de pas être capable de s'adapter à son époque. Et je trouve qu'à nos âges, tu sais, moi, dans le temps, on faisait des chroniques télé pour se faire connaître, point final, et de la scène. Aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Moi, j'ai commencé, quand Facebook a commencé, je faisais des vidéos, c'était... je partais mon enregistrement et je l'arrêtais et voici ma vidéo. Aujourd'hui, là, c'est du montage, c'est de l'infographie. Les standards sont pas les mêmes. Et je me suis pas adapté à ça parce que j'en ai pas envie et j'ai pas ce talent-là et ça me demanderait beaucoup d'efforts. Donc, pour revenir à ta question... Habile, j'ai senti que tu faisais une petite contorsion ici, mais... Non, mais c'est parce que, tu vois, mon père
a eu beaucoup de difficultés à s'adapter. Lui, c'est Internet qui est arrivé. C'est une nouvelle technique de vente. Il n'a pas été capable de s'adapter à ça. Il a fait faillite, ça a été dur. Il a fait faillite. Il a fait faillite, ça a été pénible. Ça a été pénible. Et cette dégringolade-là, il y a quelque chose, moi, à mon âge, qui fait que je l'avais même écrit dans Les Beaux Malaises, j'avais un épisode qui s'appelait 50 ans, avec des jeunes humoristes, Arnaud Soli, Sam Breton. On était confrontés l'un l'autre. Mais ça allait très bien. J'avais une émission qui avait 2 millions de codes d'écoute, tout ça, mais je sentais que... Mais t'as peur d'être largué. J'ai pas peur d'être largué. Je veux bien évoluer en vieillissant. Je veux rester ouvert. C'est pour ça que j'aime... En fin de semaine, ma fille était là avec son chum, mon gars était là avec sa blonde, on jasait, on se confrontait sur certains sujets. Donc, de rester ouvert, de s'entourer de gens dans vingtaine, dans trentaine, dans cinquantaine, des gars comme Yvon, qui a 90 ans bientôt, c'est ça sur lequel je me bats pour pas ressembler à mon père, de rester fermé dans mon cercle avec mes amis, avec mes pensées. Ça, je trouve que parfois, il y avait ça, qu'il n'y avait pas cette ouverture-là. Dans sa bulle. Dans sa bulle. En fait, le sens de ma question était, pour avoir été précédé dans la vie par un père aussi, quand on fait l'inventaire, parce que je suis très content de lui ressembler à bien des égards, comme toi aussi, tout en étant critique, comme tous les fils le sont ou les enfants le sont, mais je me rendais compte, en vieillissant, parce que ça m'est arrivé aussi, un petit peu, que ce qu'on veut éliminer dans les affaires qui nous dérangeaient chez notre père, c'est un combat extrêmement difficile et qu'il faut choisir, ces combats. Absolument. Il faut dire, peut-être là-dessus, je pourrais faire mieux, là-dessus, mais surtout, c'est impossible. Ben, c'est impossible. Puis même, comme tu dis, moi, il y a plein de choses dont je suis fier. Mon père, lui, il vient d'un milieu extrêmement pauvre. 13 enfants. 13 enfants. Il couchait 4 dans un lit simple. Les springs passaient dans le matelas. Il me comptait ça. C'était effrayant. Là. Il allait chercher des paniers pour manger. Et il a réussi à travailler à temps plein, étudier de soir, à devenir prof au cégep, directeur au cégep, partir son entreprise. Donc, il y a quelque chose... C'est une vraie réussite. C'est une vraie réussite, une grande détermination. Puis j'ai ça de lui. Il m'a beaucoup, beaucoup poussé à ça. Donc ça, c'est du beau. Même un peu trop, quand je parle d'anxiété de performance, c'était ça. Aussitôt que je faisais de quoi, s'il y avait la moindre lacune, il parlait de la moindre lacune. Il parlait pas de ce dont j'avais réussi. Donc, il y a quelque chose d'un peu lourd là-dedans, mais qui m'a appris à me dépasser et à travailler. Jusqu'à la fin? Tout le temps. Non, à la fin, moins. Je te dirais qu'il s'est passé de quoi... il est décédé jeune, à 64 ans, mais peut-être autour de 60-62 ans, il s'est passé de quoi qu'il a fait là. J'ai peut-être erré. Autant dans la religion, il était très, très religieux, autant dans tu sais, des fois, je me rappelle, moi, je commençais comme humoriste, puis je disais, hey, j'ai un nouveau contrat, j'ai ça à radio, je fais ce plein. Il me disait, pourquoi, là? Pour faire 5 000 de plus au bout de l'année, là? Profite de la vie un peu. Là, j'ai dit, voyons, qui me parle? C'est pas mon père qui... Tu sais, lui, c'était toujours travaille plus, lève-toi plus tôt, travaille le soir. Donc c'est celui qui lisait à côté de son lit, Vivre, c'est vendre. Vivre, c'est vendre, c'est son livre de chevet sur ta table. Il vendait tout le temps, il voulait réussir tout le temps. Il me disait, si tu vas vendre chez un client, tu ne sors pas si tu n'as pas vendu. Je dis, oui, mais père, quand j'ai demandé de la commande une fois, tu continues, tu restes, tu lui parles, trouve un sujet, demande. Tu vas lui rendre service, il a besoin de fenêtre, ne quitte pas si tu n'as pas vendu. C'était ce qu'il me disait. Donc, c'est une espèce de folie, mais j'ai grandement performé quand j'ai vendu. Tu sais. Dressé carrément à vendre. Absolument. Puis c'est vrai que si tu penses à ça, tu dis, moi, ce monsieur-là ou cette dame-là veut changer sa porte. Pourquoi j'ai le meilleur produit? Pourquoi ça serait juste la porte? Oui, juste la porte. Et pourquoi ça serait pas moi? Parce que je vais bien m'occuper d'eux. On a un excellent produit. Donc, s'ils me disent, on va réfléchir, ben pourquoi vous allez réfléchir? Qu'est-ce qui vous fait hésiter? Ben ça nous fait hésiter parce que c'est un peu cher. Ben, c'est un peu cher parce que vous avez le meilleur produit. Donc tu as plus d'arguments que... Et ça, j'en parle beaucoup dans ma nouvelle série parce qu'on va voir les vendeurs sur la route, les techniques de vente. Puis ça fonctionne, tu sais, jusqu'à un certain point. Mais ça, tu sais, pourquoi tu as un vendeur qui fait, à l'époque, 100 000 par année, puis un autre 18 avec les mêmes produits? C'est juste parce que l'autre est capable de demander la commande, de convaincre le client. Ce que tu as fait avec beaucoup de succès avant d'avoir du succès en humour. Oui. Puis quand j'ai su que je m'en allais en humour, j'étais vendeur. Puis l'humour, ça coûtait... Et l'école de l'humour, à l'époque, coûtait 7 000 $ pour une année, et tu travailles pas. Et il faut que tu vives 1 an. Puis moi, mon père était outré que je m'en aille en humour, donc il n'allait pas me donner un sou. Donc, une question de principe, lui, il ne finançait pas cette aventure. Oh mon Dieu, non. Non, lui, c'était un scandale, parce qu'il perdait sa relève, parce que mon frère avait eu un accident. Ma sœur s'entendait pas avec mon père, elle travaillait, elle était gérante d'artiste, puis elle réussissait très bien. Donc, si moi je pars, lui, c'est la fin du monde.
Donc, ça a été, si tu pars, je te donne pas un sou. Donc, moi, j'ai vendu, sachant très bien que je m'en allais à l'école de l'humour à l'automne, je me suis mis assez d'argent pour payer mon école et vivre un an, juste pour te dire à quel point je vendais. Donc, ça fonctionnait très bien. Ça fonctionnait bien. Est-ce que tu as trahi ton père en le quittant? Non. C'est pas... Non, je l'ai déçu. Est-ce que lui a vu ça comme ça? Parce qu'il n'y avait plus de relève? Lui, il a vu ça comme une catastrophe, disons ça comme ça. Mais moi, j'ai ça dans le ventre. Puis aujourd'hui, tu sais, mes enfants, des fois, ils me disent « Ah là, je sais pas trop ce que je veux faire cet automne. Mon gars sort de l'université. Tu prends le temps qu'il faut. T'as 22. » Mon père, c'était quand j'étais à l'université, je voulais prendre l'été. Puis il m'a dit « Pourquoi ça te paresse? Pourquoi pas travailler tout de suite? Si tu peux parce que j'ai le goût de profiter de l'été, de me baigner, de voir des amis. » Pour lui, c'était... Temps perdu. Ben, c'est du temps perdu, c'est de la paresse, c'est de la lâcheté. Imagine-toi, c'était ça. Donc, quand je suis parti en humour, c'était sûr que j'allais pas avoir son appui là-dedans. Mais il a vécu assez longtemps pour voir à quel... J'ai commencé à avoir beaucoup de succès rapidement, puis de voir que j'étais heureux là-dedans, puis il l'a apprécié beaucoup. T'sais. S'il avait fallu que tu n'aies pas de succès rapidement, ça aurait été insupportable. Ça aurait été insupportable. Mais j'étais... Je pense que l'ambition, je le dis souvent, on ne contrôle pas ça. T'sais. Ça nous habite. Puis à un moment donné, là, j'ai un petit peu moins d'ambition. J'ai de l'ambition de réussir mes projets, mais j'ai plus l'ambition... De réussir. Point. Je veux réussir ce que je fais, mais avant, c'était mur à mur. Tu veux scorer tout le temps. Des fois, je regarde mon parcours quand je suis sorti de l'école. J'avais faim de remplir la Place des Arts, de remplir le Centre Bell, de faire de la télé, d'avoir une campagne de pub, que ça marche au bout de... Mais je regrette pas ça. J'étais bien là-dedans. Là, je pense que l'ambition se contrôle un peu. Là. Oui. Mais dirais-tu que ça a eu un impact réel sur ta vie d'avoir du succès à cette hauteur-là? Dans quel sens? Dans le sens que si tu ne l'avais pas eu, est-ce que ça aurait été une bonne vie aussi? Puis est-ce que ça a changé? T'sais, parce que je t'ai entendu parler d'argent. Ton sourire en dit long. Non, mais je t'ai entendu parler d'argent et tu disais, justement, tu couvres tes besoins essentiels. Oui. Bien. Tu rajoutes un peu à tes besoins essentiels, encore bien. Tu as du fuck you money un peu, pardonne l'expression, très, très bien. Au-delà de ça, pas plus que ça. Différence. Absolument. Donc, moi, j'ai gagné, quand je suis sorti de l'école de l'humour, 32 000 par année. C'était un peu serré. Là. Mon auto, mon appart, si je voulais aller en voyage. Quand je me suis mis à gagner un peu plus, là, après ça, j'ai jamais été plus heureux par rapport à mon revenu. Appliquons ça au succès et à l'ambition qui te dévorait. Ça, c'est autre chose. C'était tellement... J'avais tellement d'ambition. Peut-être que ça a joué aussi que mon père m'a tellement dit que j'allais crever de faim, que j'allais me planter, que c'était une mauvaise décision. Peut-être qu'il y avait ça aussi, ce moteur-là en dedans, de dire « Ah oui, on verra jusqu'à quel point je vais me planter. » Donc, de lui montrer. Je ne sais pas ce que... J'étais habité par ça. J'étais habité, puis j'avais... humblement, c'est ce qui n'est pas ma force, mais j'avais un talent qui dans les shows de l'école de l'humour, ça marchait fort, mes numéros. Donc, je savais que j'avais ce qu'il faut. Si je ne l'avais pas travaillé, non, là. Mais je savais que j'avais ce qu'il faut pour que ça marche fort sur scène. Donc, avec le Donc, c'est un no-brainer. Je me posais pas de questions. Je m'en allais jusqu'au bout. Mais tu as dit, mi-figue, mi-raisin, humblement, ce qui n'est pas mon fort. Oui. Est-ce qu'il y a de l'humilité en toi? Absolument, il y en a plein. Puis il y a plein de doutes, puis il y a plein d'insécurités. Mais c'est parce que je sais que quand je l'exprime... On n'y croit pas très fort. On n'y croit pas très fort. Mais les gens dans mon intimité qui me connaissent beaucoup savent à quel point c'est du travail, puis à quel point il y a de l'insécurité, puis à quel point... Mais de jouer, surtout que j'ai joué la carte, un spectacle qui a marché fort, qui était condamné à l'excellence, puis où je disais, tu sais, des blagues comme Yvon Deschamps, c'était bien ce qu'il faisait, c'était cute, mais ça se compare pas à ce que moi je fais. Puis on sait très bien que c'est de l'humour, mais ça a marqué. Donc c'est quand je parle d'humilité, de ton humilité. Il faut que je fasse attention. Mais, indiscutablement, puis c'est vrai que parce que je t'ai vu bluffer plus d'une fois, je sais pas où est-ce que je fais le lien entre l'humilité et le bluff, mais il y a quelque chose, c'est-à-dire que tu peux assurer totalement. Oui. Tu peux convaincre quelqu'un pendant 15-20 secondes qu'effectivement, tu as perdu l'usage de tes jambes à 4 ans, que tu as... Oui, mais plus encore... Oui. Mais, mon Dieu, oui, ça, c'est une de mes forces. Mais donc, cette capacité de bluffer, de donner l'impression, en toutes circonstances, que tu contrôles la joute. Oui, mais ça... Il y a beaucoup de couches à ce que tu dis là, parce que ça sert en humour. C'est très drôle d'inventer quelque chose pour que les gens y croient. Donc, autant sur scène, autant dans une série télé, il y a un sentiment de protection aussi. Tu as une espèce de force que j'ai développée de si on m'attaque, une grande sensibilité,
tu peux pas m'attaquer parce que je vais te planter plus fort, tu sais. C'est ça, la mécanique? Quand j'étais jeune, c'était ça. Aujourd'hui, j'ai plus ça. Mais avant, c'était ça beaucoup, beaucoup. Mais dans le fond, c'était... Il y avait plusieurs couches, tu dis, à cette question qui était comme un artichaut. Mais où est-ce que tu disais, toi, dès le début? Bien, que sur la question du bluff, le lien entre l'humilité et le bluff, c'est-à-dire que tu as fait la preuve que tu es capable, même dans le doute, de nous épater tous, ou enfin de donner l'impression que toi, tu es au-dessus de toute contingence. Je fais ça à la blague, absolument. Mais il y a aussi il y a une habileté aussi dans les entrevues. Quand tu n'as pas le goût d'aller où ils veulent t'amener, tu as toujours cette facilité-là à puncher, à faire croire, à aller ailleurs, qui est quand même plaisant, tu sais. Quand tu fais une promotion de quelque chose, puis ils t'amènent sur un terrain que tu n'as pas le goût, t'es jamais mal pris, tu sais. Mais c'est le plaisir de pouvoir manipuler aussi. Non, mais jamais à mauvais escient. Non, mais c'est important. Dirais-tu que t'es une bonne que personne? Ma mère et mon père m'ont laissé, oui, c'était ça. C'était d'avoir un fond de bonne personne. Parfois, il y a des méchancetés qui sont sorties, il y a des comportements que je ferais sûrement mieux. Mais à la base, j'ai jamais écrit de quoi pour venger quelque chose. J'ai écrit de quoi parce que j'ai une douleur et je m'en sors comme ça sur scène et les gens dans la salle, ils rient parce qu'ils ont vécu une douleur similaire. Ça les soulage de rire de ça. Mais jamais, je vais écrire avec une vengeance ou une hargne. C'est pour ça que j'ai pu écrire sur mon père, sur mon frère, sans... ça a froissé des fois mes proches, ma famille, parce que c'est beaucoup d'intimité. Mais quand tu regardes au bout de la ligne, c'était vrai et dans un but de faire du bien à lui, aux gens concernés, puis aux gens qui vivent la même chose. Est-ce que le succès t'a en partie guéri? Sûrement. Pas guéri, mais m'a aidé à traverser des choses souffrantes. Tu sais, l'accident de mon frère, moi, c'est la plus grande catastrophe de ma vie. J'ai 16 ans, mon frère a 17, on est tout le temps ensemble, on a les mêmes amis, et du jour au lendemain, tu le perds. C'est fou, là, ça n'a aucun sens. Ta plus grande relation intime, c'est ton frère? Oui, jusqu'à 17 ans. Donc, ça m'a aidé d'écrire un numéro là-dessus, de le faire 300 fois sur scène, de parler toute cette... Et à l'époque, un numéro, c'est 7 minutes, 6 minutes, 7 minutes, tu peux aller à 8. Et là, d'écrire un numéro de 18 minutes, les gens font ça, tu peux pas faire ça. Ah non? Et toutes ces choses-là que tu dis à l'école de l'humour, tu peux pas te vanter, parce que là, les gens peuvent te vanter, mais si toi, tu te vantes, ils t'aimeront pas. Ah, donc, tout de casser ces... Transgression. De transgresser ces choses-là, ça m'a fait grandir, puis ça m'a aidé. Ça m'a permis de m'amuser avec ce côté-là où je me vante, de faire croire des choses. Ça m'a permis de parler de la plus grande souffrance dont je vivais, puis de faire rire le monde avec ça. Pour moi, là, ça a été... La première fois que j'ai fait le numéro sur mon frère, c'était à Waterloo, dans une petite église, et je l'ai mis à la fin du show, et quand j'ai dit mes 2 dernières phrases, je me suis cogné sur le rideau derrière parce que je reculais tellement j'étais ébranlé et j'avais peur de déplaire à la foule. Puis là, quand je me suis cogné dans le mur, je me suis fait « Voyons, qu'est-ce que tu fais là? » Puis là, je suis sorti, puis c'était correct comme numéro, mais c'était d'une tristesse infinie comment ça finissait. Et là, ce que j'ai fait après, je l'ai mis ailleurs dans le show. J'ai écrit un petit numéro drôle pour parler du drame de ça. Mais oui, quand tu dis guéri... Peut-être pas guéri, mais ça m'a appris à comprendre ce que je vivais, pourquoi j'avais cette tristesse-là, puis la traverser, puis apprendre à vivre avec. Tristesse non plus, c'est pas quelque chose que j'aurais associé naturellement. Tristesse suite évidemment, de la situation de l'accident de mon frère. Ouais, parce que t'es pas quelqu'un de triste. Non, mais quelqu'un de souvent très heureux et souvent très malheureux. Ouais. C'est une espèce de combat. Bipolaire. Pas bipolaire. Non, au sens où tu passes d'une vitesse à l'autre. Il y a des journées où je fais, mon Dieu, je suis triste aujourd'hui. Je sais pas pourquoi, tout va bien, j'ai des beaux enfants, j'ai un beau métier, j'ai une belle maison, mais... Puis d'autres journées, je fais, mon Dieu, mais je suis donc bien heureux, tu sais. En fait, je te parlais dans la fin de semaine, les enfants étaient là, les chums, les blondes. Je suis venu ému pour rien, parce qu'ils dînaient, puis... Parce que tu as 54 ans, ça. Peut-être. Non, mais je l'assure. J'ai pas peur de le dire que des fois, c'est pas tabou. Des fois, je suis... Même si j'ai tout ce qu'il faut, je suis très triste. Puis souvent, je suis très heureux. Mais c'est un petit combat, moi, d'être heureux. Faut que je travaille mon bonheur. Faut que je me dise, hey, là, t'aimes ça jouer au tennis, t'aimes ça aller souper avec des amis. Boucle-le parce que la tristesse va prendre plus de place dans ta semaine. C'est la première note que j'ai prise après plusieurs heures de préparation. C'est vivre, c'est vendre.
Comme si c'était le programme d'une vie et que si on avait à conclure, on pourrait dire vivre, c'est vendre, puis c'est ce que tu viens de décrire. Pourquoi aller luncher avec mes chums quand je pourrais être productif à faire quelque chose? Mais... Parce que vivre... Mais j'ai c'est changé. Maintenant, c'est plus vivre, c'est vendre, c'est plus ma vie. Mon père, c'était ça. Moi, vivre, c'est... Oui, c'est vendre, oui, c'est être heureux, mais c'est aussi aller manger avec des amis. Je sais que c'est... Tu sais, j'ai fait de la thérapie beaucoup, puis c'était bon. Qu'est-ce qui te rend heureux? Pourquoi t'es malheureux? Là, t'as tout ce qu'il faut. Ben, c'est ça. C'est d'aller jouer au tennis, c'est de faire du ski, c'est de faire un voyage, c'est d'aller souper avec ma blonde, c'est d'aller d'aller souper avec des amis. Donc, boucle-le et arrête d'écrire, puis de travailler, puis de faire des shows. Donc, j'ai levé le pied depuis quelques années. J'ai eu une attaque de panique sur scène. J'avais jamais eu ça de ma vie. J'avais 39 ans. Et c'est difficilement descriptible pour ceux Oui. qui n'en ont pas vécu. Moi, j'ai vécu ça une fois, une nuit. C'est Donc, quelque pas de chose. scène, mais... Et le cœur se met à battre très, très vite. Et j'ai pensé que j'avais une douleur au cœur. J'avais une attaque, j'avais quelque chose. Puis c'est de l'impuissance. Est-ce que tu vis toujours dans l'angoisse que ça se reproduise? Ou as-tu déjà senti les signaux avant-coureurs? Absolument. Absolument. C'est comme une espèce de... Moi, je vois ça comme... Ça n'empêche pas que tu peux être très solide. Je vois ça comme un arbre, un chêne solide qui a reçu un coup d'âge sur le côté, qui est une grosse cicatrice qui était humide et très fragile pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, qui cicatrise, mais elle est toujours là. Elle va être là toute ma vie. C'est quelque chose qui m'a marqué d'être devant 2000 personnes, parler, puis à un moment donné, avoir un trou de mémoire. J'ai des trous de mémoire depuis toute ma carrière et ça me fait rire, ça m'amuse, ça fait partie de moi. Je punch avec ça. Mais là, ça revenait pas parce que j'étais épuisé total. C'était mon 16e show en 14 jours. Alors, plus la route. Et là, j'ai eu chaud, puis donc, c'est quelque chose qui m'a marqué, donc qui m'empêche pas, qui m'a fait faire une tournée de 120 shows, qui m'a fait faire des séries télé, qui va me faire faire... Mais oui, ça m'habite, et oui, encore, je peux sentir des... Mais je peux me parler, j'ai fait de la thérapie, tu te parles, tu prends une grande respiration. Mais quand tu le sais, ça passe, ça dure. Là, je le sais pas, là, scientifiquement, un médecin pourrait le dire, mais c'est moins d'une minute, là. On parle de secondes. Donc, si tu prends... Ça m'est arrivé après, quand je suis revenu rapidement sur scène, parce que j'ai arrêté 2 semaines. Puis quand j'ai eu mon malaise, moi, en 2009, on n'était pas c'était pas la même vision que 2024, parce que ça reste de la maladie mentale quand t'as ça, et c'était très mal vu. Tu sais, aujourd'hui, j'ai des amis humoristes qui tombent sur scène. Il y en a un avec qui je mange à chaque semaine, puis, tu sais, son gérant tout de suite dit « On annule la tournée. Prends le temps, c'est pas grave. » Non, mais être fragile, c'est presque un plan marketing aujourd'hui. Je le dis avec toute l'ironie contenue dans ce que je dis. Mais non, mais il y a de ça aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'étais avec Pascal Bruckner quelques jours avant qu'on se rencontre, qui écrit « Je souffre, donc je suis ». Donc, il y a un peu de ça aussi. C'est clair qu'on n'est pas dans le même paradigme. Non. Donc, mais il y a de quoi de beau là-dedans. C'est accepté, c'est contrôlé, c'est guéri. Donc, moi, j'ai eu 2 semaines. Fait que quand je suis revenu sur scène, je m'étais dit, est-ce que je vais être capable de revenir? Il y a un psychologue qui m'a beaucoup aidé, puis qui m'a dit, regarde, t'as tout ton talent, t'as tout ce qu'il faut. C'est juste que t'es fatigué, nettoie ça, fais de l'exercice un peu tous les jours pendant 2 semaines. Puis j'ai enlevé le gag où j'ai bloqué, parce que j'avais peur psychologiquement de rebloquer. J'ai écrit un petit 5 minutes, parce que c'était mur à mur d'un journaux, j'étais tombé sur scène. Et j'ai fait mon show, j'ai parti. Mais oui, c'était là, les signes étaient là. Puis je prends une grande respiration, je respire. Si jamais ça arrive, ben, j'aurai une petite attaque et je continue mon spectacle. Puis c'est pas arrivé. Quand on est la poule aux œufs d'or et qu'on pond pour les autres, pour soi-même, je suis certain qu'une bonne part de ce que tu as produit t'est revenu. Et bravo. Je suis, comme j'ai souvent dit à des amis, moi, le succès des autres m'enlève rien. C'est pas toujours vrai de tout le monde. On est jaloux à l'occasion, mais donc tant mieux si ça a fonctionné. Mais quand on est la poule aux œufs d'or, il y a aussi de la pression extérieure. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui font de l'argent grâce à toi. Une grosse pression. Dont la préoccupation première est, on le veut, ton bonheur et ta santé, mais qui peuvent peut-être aussi l'oublier. Et c'est pas à charge que je le dis à l'endroit de ton entourage, c'est normal. Quelqu'un rapporte, tu dis, un petit show de plus. Ben oui. Un Centre Bell, on en fait 3, 4, on est capable. Oui. Ça, c'est... Moi, j'ai été pris là-dedans. J'ai été pris là-dedans de par ma personnalité, parce que j'ai choisi un gérant et un producteur qui avait beaucoup d'ambition, que j'aimais beaucoup. Puis les deux, on poussait la machine beaucoup. Mais il y a des gérants qui sont plus maternels. Je dis maternels, pas de façon positive, de fais attention à toi, maternant, fais attention, là, t'as beaucoup de shows. Moi, il n'y avait pas ça. C'était, hey, si t'en rajoutes tant, tu fais tant. Ah oui, puis moi qui ai beaucoup d'ambition, ben rajoute-les. Donc,
ça m'a brûlé. Je me suis rendu à m'épuiser. C'est facile à dire après, tu sais, avec le recul aujourd'hui, non, là, je vais en faire 3 par semaine, j'en ferai pas 5. Je ferai pas 2 shows le même soir. Tu sais, je faisais ça n'a aucun sens, là. T'es tout trempe, tu t'en vas dans ta loge. Dans 30 minutes... Ah non, c'est pas vrai. Je retourne sur scène à refaire le même show. Tu sais, j'ai fait ça C'est pas vrai ou, au contraire, je suis capable de le faire? C'est-à-dire, il y a deux pulsions. Tu peux être abattu, ou au contraire, il y a une espèce de... Quand on planifie, je dis oui, je suis capable de le faire. Et quand je suis dedans, parce que moi, c'était vendu 1 an d'avance. Donc, quand tu commences à être fatigué et il te reste 118 shows, puis t'es brûlé, ça, c'est dur. Et là, tu fais là, j'arrête. Mais non, on vend 1000 billets. Non, j'arrête. Enfin, là, parfait, on arrête. On va finir au Centre Bell, comme tu dis, un soir. Hey, on en ferait 2, c'est plein. On a fait 3 soirs. Ça, c'est condamné à l'excellence. Là. C'est mot pour mot. On met un show en vente au Centre Bell. On vend 5000 billets dans la journée. Mais là, on va mettre un autre. Ah, OK, je suis capable. Et là, quand t'es dedans, là, semaine après semaine, puis t'es fatigué, c'est là que j'ai tombé. Je repensais à ton père et à l'histoire de la famille. Et c'est évidemment pas une façon de diminuer ton succès, mais je me disais proportionnellement, la route qu'il a faite, compte tenu qu'il est sorti d'un tiroir où il dormait avec ses frères et sœurs, la distance, dans le fond, entre tes grands-parents et toi, mais le chemin que lui a parcouru pour bâtir son entreprise, sa famille, et le succès qu'il tient, je me demande si le sien n'est pas plus surdimensionné compte tenu de ce qui était le point de départ. Non, on peut pas dire ça, c'est trop... non. Non, écoute, ben oui, c'est vrai que... C'est pas un concours, lui, évidemment. C'est un... Pour reprendre l'expression d'un livre que j'ai lu récemment de Plot, un transfuge de classe. Mon père, c'est ça. Il est allé à l'université. Il disait dans la ruelle, on riait de moi. C'était comme aller sur la Lune. Là. Voyons, à l'université. Donc, oui, dans ce sens-là, moi, j'ai un mode de vie qui ressemble beaucoup à celui de mes parents. Là. J'ai ma petite famille, j'ai un chalet, les enfants vont à l'école privée. Même le chalet de ton père. J'ai le chalet de mon père. Oui, exactement. Fait que c'est plus proche. Donc, mais il y a eu quelque chose dans mon ambition, dans le métier que je fais, que j'ai voulu dépasser ça sûrement. Je pense qu'on veut... Bon, là, chacun a sa vision de ça, mais moi, je pense qu'on veut battre notre père à un certain niveau. Tu sais. Je suis totalement d'accord avec toi. Fait que je pense que je l'ai fait à ma façon. Mais oui, lui... Tu es le père, d'une certaine façon. Oui, absolument. C'est vrai que ça doit être difficile. C'est plus difficile... Même là, j'ai un flash de mes enfants. C'est vrai, quand tu as eu beaucoup de succès, il faut qu'ils le fassent à leur façon aussi, tu sais. Tu veux dire qu'eux, ils ne te battront pas, c'est ça? Je veux qu'ils le fassent dans le bonheur. Dans la bienveillance avec leur père. Non, dans leur bonheur personnel. Qu'ils soient heureux dans la vie, que ce soit ça leur victoire, beaucoup plus qu'une victoire professionnelle ou quoi. En même temps, ils ont leur ambition puis ils vont la gérer à leur façon. C'est des gens... J'ai 2 jeunes extrêmement intelligents avec un potentiel énorme, donc je leur souhaite juste d'être bien et d'être heureux. Et si tu avais des conseils à leur faire, est-ce que d'abord ils sont réceptifs aux conseils? Oui, je pense que oui. Et si tu avais 3 choses à leur dire, là, j'ai 54 ans, tu l'as souligné, et aujourd'hui, je sais ça, puis je le savais pas. Je sais pas si vous allez m'entendre, parce qu'évidemment, des fois, on a des oreilles pour ne pas entendre à 20 ans. Je vous dirais ça. 1, 2, 3. Ben, je dirais ça, sur l'ambition de trop pousser. Tu sais, des fois, là, je fais un parallèle je parlais que j'étais allé manger avec Sam Breton récemment, puis on parlait des oliviers. On disait, qui a gagné le meilleur texte il y a 2 ans? T'sais? Personne ne sait ça, tu sais. Et là, on est dans la salle, moi, je m'en fous de ça maintenant. Là. Ça, je savais pas ça avant. Ça ne me... De plus m'inscrire dans aucun gala, ça ne me dérange plus. Je te le dis, pour le moment, je vais peut-être le faire, mais ça n'a plus l'impact que ça avait. Donc, cette espèce de s'attacher à des choses, d'avoir une certaine résilience... Ça, je leur dirais d'avoir ça. Quand tu tires la couverte, puis tu veux beaucoup comme moi, quelqu'un comme moi, ben des fois, ils ont tendance à moins t'en donner aussi. Donc, j'ai plus le goût d'être équitable aujourd'hui, d'être plus généreux. Mon père avait tellement pas de sous, je pense qu'il nous a élevés à dire, mets de l'argent de côté, fais attention, dépense pas trop, négocie fort tes affaires, sinon eux autres vont négocier pour toi, puis tu vas te faire avoir. Fait que ça a fait de moi quelqu'un d'assez redoutable en affaires, mais je pense que c'est mieux d'être... Je suis plus résilient, plus conciliant et plus généreux depuis quelques années. Ça, je leur dirais parce que tu gagnes à être généreux, les gens vont avoir envie d'être généreux avec toi. Puis ça, les 2 que je viens de dire, je trouve que c'est tellement important que ça en vaut 3. Donc, je t'en ai dit 3. Vivre, c'est vendre. Est-ce que tu le penses encore, d'une certaine manière? Parce que ça a été aussi ton succès. C'est-à-dire que tu as été efficace dans ce que tu amenais sur scène, mais tu as été probablement aussi ton plus génial promoteur.
Sûrement. Fait qu'il y a de ça, mais en même temps, je suis moins là parce que, tu sais, pour reprendre encore, on parlait de mon père, quand il était sur son lit de mort, je me rappelle, tout le monde était là, ils sont 13 frères et sœurs. Puis Denis, es-tu là? Non, Denis s'en vient. Là. Il se rappelait qu'il y avait un de ses frères qui n'était pas là. L'usine, l'agrandissement dans l'usine, son travail, ses ventes, ça valait plus rien. C'était ses proches, son amoureuse. Donc, pour ça, quand je vois vivre ses ventes, oui, puis pourquoi pas avec bonheur, mais sans jamais oublier que l'importance, c'est les relations humaines, les proches qu'on a, puis le bonheur qu'on peut créer autour de soi. Qu'il ait connu la faillite, et donc, je dirais pas l'échec, parce que j'associe pas la faillite à l'échec, mais que les choses ne se soient pas exactement passées sur la fin comme ça annonçait. Est-ce que c'est une peur qui te tient, toi? Ça doit en être une, ouais. Dit-il en s'essuyant un peu Non, mais je réfléchis pour bien répondre. J'ai pas une peur comme lui parce que... tu sais, j'ai des amis qui prennent leur retraite à 54 ans, là, qui sont soit dans la police ou soit dans... J'ai fait ma carrière, tu sais. Je suis heureux, c'est fait. Ce que je veux, c'est rester pertinent, intelligent, allumé, progressiste. Et ça, c'est une peur que j'ai. Je lis beaucoup, je m'informe beaucoup. Et je trouve que c'est ce qui fait que tu écris des bonnes choses quand tu restes ouvert. Donc ça, c'est là-dedans que je vois peut-être l'échec. Il y a eu de la difficulté à s'adapter à son époque. D'où le troisième des mots employés dans ton trio, progressiste. Oui, soyez progressiste, soyez ouvert. Soyez... Oui, je pense que oui. Et j'ai l'impression que tu es un progressiste conservateur comme l'étaient les troupes de Brian Mulroney, c'est-à-dire qu'il y a en toi aussi, avoué ou non. Sûrement. Parce que c'est clair que comme marque de commerce en ce moment, progressiste, c'est mieux. Oui. Mais en même temps, je suis certain... Appelons ça ouvert. Oui, mais je suis certain qu'il y a aussi un vrai conservateur, puis je ne juge loin s'en faut les conservateurs, mais quelqu'un qui aussi se rappelle il y a une manière de faire les choses. Oui. Ah non, ça c'est sûr. Oui, dans ce sens-là, dans le travail, dans moi, écoute, écrire, c'est dur, puis c'est comme ça que ça fonctionne. Mais dans les valeurs changerai aussi. pas ça. Dans les valeurs aussi. Mais, je te jure, tu sais, on parlait justement des gens sur poutre, ça m'ouvre. J'ai changé en 4 ans, tu sais. J'ai changé, je veux m'ouvrir, je veux entendre, je veux faire des bonnes jokes je veux pas m'empêcher, je veux aller loin, je veux graffiner, mais je veux pas blesser. Mais en même temps, chacun a sa sensibilité, puis je veux trouver le bon fil. Parce qu'on vit dans une époque, tu sais, Yvon, c'est le plus grand humoriste qu'il y a eu au Québec. Il a réussi, selon son époque, d'aller le plus loin possible. Des audaces extraordinaires. Donc, comment on fait pour être audacieux en 2024? C'est quoi la recette d'après toi pour être... Je sais pas, je vais essayer de l'écrire de la meilleure façon possible, autant sur scène qu'à la télé. Est-ce que l'époque assez formidable, puis je parle de ce qu'elle est politiquement mouvementée, tout ça t'intéresse ou pas vraiment? C'est-à-dire que c'est plutôt les enjeux entre les individus qui t'intéressent? Surtout, politique, ça dépend, c'est large, là, ça dépend ce que tu veux dire. On pourrait faire un inventaire, justement, parce que c'est très large, mais on vit dans une époque, disons, agitée, sur tous les fronts. Est-ce que c'est une source d'inspiration pour toi ou tu préfères encore... Je préfère les relations humaines, mais oui, c'est quelque chose... Nos petites c'est pathologies. teinté par ça. Mais j'aime beaucoup notre appelons ça un pays dans un pays, le Québec. Là. Je trouve que c'est la beauté. Moi, en tant qu'humoriste, je pense que c'est pour ça que c'est si fort. Parce qu'on a moins de compétition d'un humoriste de la France ou des États-Unis, de parler de notre réalité qui est quand même assez unique. Donc, ça nous protège un peu? Ben oui, ça nous protège. Puis ça... Moi, en tant qu'une belle œuvre québécoise, me touche beaucoup, autant que ce soit un roman, un film, une série télé, un show de scène. Donc, j'ai sorti mes lunettes, c'est parce que j'avais une citation. La population du Québec, c'est pas évident. C'est dur à suivre. Ça, c'est toi. C'est moi qui ai dit ça? Oui. C'était probablement après le gag sur Guy Turcotte ou la publicité qui avait fait controverse. Est-ce qu'il arrive que tu te poses des questions sur ton public? Ben, moi, j'aime ça me dire que mon public est intelligent puis que je peux aller loin avec eux. Et ça m'a toujours bien servi. Mais je pense que c'est la vérité aussi. Et c'est la vérité. Là où ça a changé... Là, tu parles de Guy Turcotte, c'était le début, là, les réseaux sociaux s'en venaient et le gros bon sens commençait à être difficile à gérer, tu sais. Donc, il est revenu. Mais tu sais, les gens appelaient dans les lignes ouvertes, puis Martin Matt, il n'y a pas d'affaire à faire des jokes là-dessus des enfants qui ont été assassinés. Mais ils savent pas le gag, ils savent pas c'est quoi. Donc, un coup que tu l'expliques, les journaux ressortaient ça, puis ils disaient, voyons, là, il a quand même dit qu'il trouve
troublant qu'il soit acquitté parce qu'il y a des sous puis un bon avocat, tu sais. Donc, c'est plus ça. Et tu sais comme moi qu'on n'a pas besoin de connaître le fond d'un problème pour avoir une opinion. Ou encore le gag pour être capable de le juger. Ouais, ben on devrait peut-être. Peut-être, mais ça fait partie de l'époque, ça aussi. Oui, c'est ça fait partie de l'époque. Donc, oui. Être largué, donc, ça serait la pire des affaires. Ne pas être dans le coup. Ben, j'espère juste avoir la sagesse puis l'objectivité de le voir puis de le constater, de dire, regarde, j'ai plus ce qu'il faut pour écrire, mais je pense pas. Je pense que je vais toujours avoir de quoi à dire avec ma sensibilité, mon intelligence puis ce que j'ai vécu. Puis il va y avoir une place pour ça. Et ton envie de progressisme. Mon envie de progresser et d'être ouvert. Je pense qu'on devrait arrêter là-dessus. On arrête là-dessus. C'est vachement zen. Je pense qu'on devrait se faire... C'est beau. Martin Matt, est-ce que tu as beaucoup pensé à notre efficacité? Pas du tout. Donc, c'est très bon signe. C'est bon signe. Tu n'es pas allé en coulisses te dire « Ah, là, je suis pas assez drôle. » Non, je ne suis pas allé là du tout. Merci. Ben, je te sers la main. Merci à toi. Un plaisir. Ça a été un plaisir. Merci à vous de nous avoir écoutés. Je vous rappelle, si vous n'êtes pas encore abonné, de le faire sur la plateforme que vous préférez. À la réalisation, Jeanne Croteau, Marianne Grenon était à la recherche, Stéphane Bureau au microphone. À très bientôt.